Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14 h. Rediffusion lundi 20 h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine de tous les lundis. Très heureuse de vous retrouver ce jour pour ce nouveau numéro de Top Santé. Nous parlons ce jour des innovations enregistrées dans le domaine de la santé, des innovations notamment dans la prise en charge des hernies discales. Actuellement, que font les neurochirurgiens pour soigner cette maladie? À quelle technologie recourent-ils pour soulager la pression sur les vertèbres compressées ou les disques? Nous en parlons dans cette émission avec notre invité. Il s'agit donc du docteur Trésor Ngamasata. Il est neurochirurgien à l'hôpital général de Kinshasa, appelé souvent Mama Yemo, mais il est également médecin au centre médical de Kinshasa. C'est avec lui que nous abordons cette thématique. Bienvenue à tous dans ce magazine. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors nous parlons aujourd'hui des innovations dans la prise en charge des hernies discales. Alors, qu'est-ce qu'une hernie discale? Alors, merci beaucoup pour la thématique et un sujet qui est quasiment d'actualité de par le monde et dans le monde neurochirurgical. Une hernie discale, c'est quoi? Une très belle question. En fait, la colonne vertébrale est composée d'empilements des structures osseuses qu'on appelle des vertèbres. Alors, ces vertèbres sont reliées par une structure qui est très souple, qui a deux parties, une partie centrale et une partie périphérique, et qui sert d'amortisseur et qui est très bien hydratée. L'hernie discale, c'est le fait que cette partie centrale, par différents mécanismes, sort et part comprimer les nerfs en arrière, ce qui donne évidemment des vives douleurs, qui peuvent être au niveau du dos et descendre au niveau des jambes, qu'on peut appeler une sciatalgie. Donc c'est ça, en gros, une hernie discale, la sortie de cette partie centrale qu'on appelle le nucleus pulposus, qui vient comprimer les nerfs derrière et donne ces genres de douleurs qu'on appelle l'hernie discale. Et quelle est la cause? Alors, plusieurs causes, notamment déjà, comme je vous l'ai dit, donc ça sort derrière et ça part taper les nerfs. Donc ça veut dire qu'il y a déjà la sédentarité qui peut nous donner ça. Il y a la déshydratation discale qui est liée à l'âge et l'effet des gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau, qui peuvent avoir ça. Il y a les alcooliques, les tabagiques surtout. Cela entraîne vraiment des déshydratations. J'ai parlé de la sédentarité, des gens qui restent longtemps assis, qui peuvent avoir ça. Et des contraintes physiques que nous avons, l'effet de soulever des charges lourdes, des choses comme ça, peuvent donner ce genre d'hernie. Et multiples traumatismes, notamment surtout des accidents de moto, des faits de soulever des charges lourdes, des engins lourds, des gens qui portent des engins lourds peuvent faire aussi facilement ces hernies discales. Donc les causes sont multidisciplinaires et il y en a plusieurs. Merci. Et comment la maladie se manifeste généralement? Alors, sur le plan déjà physiopathologique, qu'est-ce qui se passe? Cette rupture et la sortie de cette partie centrale qui est cartilagineuse, qui est comme une bille, sort et vient taper les nerfs. Donc ça veut dire qu'il y a premièrement d'abord une compression mécanique et ensuite il y a une inflammation qui se crée. Et le malade va souffrir des douleurs au bas du dos, comme en fait on parle des hernies discales lombaires pour cet après-midi. Et des douleurs au niveau du bas du dos, il y en aura d'autres qui vont développer des douleurs qui vont irradier les membres inférieurs. Le tout dépend du trajet du nerf comprimé, parce qu'il faut savoir que la douleur peut aller au niveau de la cuisse, peut aller au niveau de la face interne de la cuisse ou externe, peut s'arrêter juste au niveau du genou, peut descendre en postérieur au niveau des mollets, atteindre le coup de pied ou la cheville, et puis peut prendre même les orteils, le gros ou les petits orteils. Tout cela, c'est d'une manière topographique bien précise, où le clinicien va le détecter, parce que le malade à ce genre de douleur, il va devoir prendre en charge correctement les patients. Mais est-ce que toute douleur au niveau du dos ou bien au bas du dos renvoie à l'hernie discale? Non, il y a des diagnostics différentiels pour les douleurs au niveau du bas du dos, raison pour laquelle nous conseillons vivement aux patients, une fois qu'ils ont ces genres de douleurs, de consulter les spécialistes pour pouvoir déjà mettre en cause, diagnostiquer la cause de cette douleur et pouvoir mieux prendre en charge le patient.
Parce qu'il faut le dire, c'est 80% des travailleurs qui ont mal au dos. Et il y a un autre élément que j'avais quand même éludé, c'est le surpoids. Le surpoids est parmi les causes vraiment des douleurs au niveau du dos. Le surpoids et l'obésité. Et vous avez dit que lorsqu'il y a ces douleurs qui se manifestent, la personne doit consulter. Et que fait le clinicien? Alors, le clinicien va faire d'abord, il va approcher il va faire son anamnèse, il va examiner le patient, il va étayer la topographie de cette lésion et il va demander des bilans paracliniques, notamment les scanners, notamment des IRM. Le tout dépend de la clinique du patient. Parce qu'il y a des malades qui ont juste mal, il y a d'autres qui peuvent venir paralysés, il y a d'autres qui peuvent venir avec ce qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval. Ça veut dire il a perdu la sensibilité au niveau des, excusez-moi, je le dis clairement, des fesses par exemple, et au niveau à ce niveau-là, et puis il y a des troubles génito-sphinctériens. Donc là, il faudra vraiment que le clinicien demande une IRM pour pouvoir voir. Parce que ça peut aussi être une tumeur, ça peut aussi être une lésion inflammatoire, ça peut aussi être beaucoup de choses. Mais c'est l'IRM qui nous donne le diagnostic précis et nous permet de mettre un schéma thérapeutique correct et adéquat pour ce patient. Il y a des cas ici à Kinshasa? Énormément. Énormément, nous le recevons. Malheureusement, l'accès aux soins est très difficile à Kinshasa. Beaucoup de médecins à la cité sont contraints de demander que la radiographie qui coûte moins cher. Mais la radiographie, en cas de lombosciatalgie, aujourd'hui, n'a pas beaucoup d'importance. Parce que la plupart de ces patients, quand ils arrivent chez nous, on demande toujours de scanner ou une IRM. Donc là, c'est vraiment difficile aussi dans nos milieux de prendre en charge ces patients. Donc ça veut dire que lorsque le médecin ne se limite qu'à la radiographie, ça veut dire que tout le reste est biaisé? Le médecin, s'il se limite à la radiographie, si c'est une tumeur, il ne va pas le voir. Alors que le malade va continuer à souffrir et il va toujours avoir mal. Alors moi, dans les discussions et différentes conférences que nous échangeons, on dit un scanner, une radio peut coûter autant. Le scanner peut coûter autant. Vaut mieux directement aller au scanner qui va nous donner beaucoup d'éléments que commencer par une radio et faire par la suite les autres bilans d'imagerie. Alors comment peut-on envisager un traitement efficace? Alors, si le diagnostic d'une hernie discale est posé, est-ce que c'est une hernie conflictuelle ou non conflictuelle? Mais d'une manière générale, 60 à 70% de mes patients ne sont pas opérés parce que beaucoup de gens ils pensent seulement quand on dit hernie discale, c'est la chirurgie. Donc les patients sont pris en charge médicalement d'abord, d'une manière générale 4 à 6 semaines, et on sait voir l'évolution. S'ils s'améliorent très bien par les traitements médicaux, on peut associer nos amis kinésithérapeutes et au cas par cas, on peut faire des infiltrations. Mais j'insiste, ce sont des infiltrations sous scopie ou sous scanner parce qu'il ne faut pas faire des infiltrations à l'aveugle qui causent beaucoup de problèmes chez nos patients et beaucoup d'handicaps aussi. Quand vous dites hernie conflictuelle, hernie non conflictuelle, vous faites allusion à quoi? Alors, c'est par rapport au degré d'hernie. On va le voir en image. On va leur montrer, surtout pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ils vont voir comment est-ce que l'hernie sort et par comprimer les nerfs. Conflictuel, ça veut dire qu'il crée un conflit entre l'hernie et les nerfs. Quand les nerfs est bien comprimé, c'est conflictuel. Quand il ne comprime pas totalement les nerfs, c'est non conflictuel. Et le tout dépend en fait de la clinique. Si un traitement échoue, là, on peut proposer aux patients la chirurgie. Alors, mais on a 3 conditions où on peut opérer le patient en urgence. Ça veut dire, quand je l'ai dit tout à l'heure, le syndrome de la queue de cheval. En plus de la paralysie, il y a trouble de la sensibilité et le malade vous dit, docteur, je ne sens plus mes fesses. Il a des troubles génito-sphinctériens et ça, il faut opérer en urgence. Chez des patients qui, malgré le traitement médical, la douleur persiste, on appelle une hernie discale hyperalgique, il faut opérer en urgence. Alors, on entend souvent parler de la chirurgie mini-invasive. Qu'est-ce que c'est, docteur? Surtout dans ce domaine. Oui, la chirurgie mini-invasive, c'est vraiment l'essor du XXIe siècle. C'est la chirurgie salvatrice. C'est une chirurgie qui est réalisée à l'aide de micro-instruments qu'on appelle de quadrants des bougies, qui est réalisée avec un petit écarteur qui consiste à faire une petite incision. Parce que j'aimerais rappeler ici la prise en charge, il y a de ça plusieurs décennies des hernies discales. On faisait des grandes incisions de 8 à 10 cm. Et le patient restait à l'hôpital 10 jours, sous d'autres cieux. Les étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa ne vont pas me contredire. On les laissait sous plomb dur, des choses comme ça. Mais aujourd'hui,
avec cette technique, cette chirurgie de mini-invasive, on fait une petite incision et les patients peuvent rentrer chez lui le même jour. Ça, c'est vraiment beaucoup d'innovation. Et c'est ça, la chirurgie mini-invasive, qui est actuellement pratiquée au Congo, à Kinshasa, par des Congolais et pour les Congolais. Donc, peut-on opérer, comme vous le dites là, on opère, mais sans ouvrir? Alors, pour l'hernie discale mini-invasive, on fait une petite ouverture d'environ 1 cm. C'est déjà considérable, madame. Regardez, à l'époque, on faisait 10 cm, maintenant on fait 1 cm. À l'époque, le malade restait plus de 10 jours, maintenant il reste même pas, ou maximum 48 heures. Parce qu'ici à Kinshasa, dans notre pays, les gens ont peur. Quand on dit on doit opérer le dos, ils disent « Ah, docteur, on a les mêmes jours. » Il faut n'attirer l'hôpital Mouki pour n'attendre une évolution. Mais sous d'autres cieux, on le fait en ambulatoire. Mais après, il y a des chirurgies cérébrales, par exemple, où on n'ouvre pas le crâne, notamment l'endoscopie hypophysaire, qui est une chirurgie qui est pratiquée ici. Moi et mon collègue docteur Orphée Makiese, nous le faisons régulièrement dans les hôpitaux en presse, notamment surtout au centre médical de Kinshasa, qui nous offre beaucoup de moyens pour pouvoir faire ce genre de chirurgie complexe. Mais docteur, la chirurgie mini-invasive est de plus en plus pratiquée à Kinshasa. Mais comment ça fonctionne? Alors, c'est une chirurgie évidemment complexe, où le matériel est très complexe, qui coûte énormément cher. Mais quand nous recevons nos patients, nous leur démontrons tous les avantages et les inconvénients des différents types de chirurgie. Et en fonction du cas, on pose l'indication et on montre aux patients qu'il faut telle technique. Après, pour les patients conventionnés, on n'a pas trop de problèmes parce que ce sont les conventions qui payent. Mais on a des vrais problèmes pour les patients privés, surtout à Mamayemo où nous recevons beaucoup de démunis. On ne sait pas leur proposer toujours cette chirurgie qui, ça pourtant... veut dire que leur chance est réduite. De pouvoir voir la mini-invasive, oui, mais on peut faire une chirurgie conventionnelle. Mais après, l'idée, si on fait ce genre d'émission, c'est aussi pour vulgariser et que l'autorité publique puisse être au courant de venir prêter main forte surtout à cet hôpital Mamayemo qui est laissé pour compte, pour qu'on puisse vraiment subventionner ces genres de chirurgies et prendre en charge les Congolais dans ce secteur de la santé, parce que c'est très très important. Alors, est-ce que les neurochirurgiens, en recourant à cette nouvelle technologie, la chirurgie mini-invasive, est-ce qu'ils réalisent les mêmes opérations qu'avec la chirurgie classique? Non, c'est très très différent. Donc, le matériel d'abord est différent, la préparation est différente. C'est comme je le dis, notre patient peut rentrer le même jour. Notre patient peut rester maximum 1-2 jours au lieu de rester plus de 10 jours. Et le confort du patient, la chirurgie mini-invasive nous offre plus de confort que la chirurgie classique. Et la chirurgie mini-invasive est courte, a beaucoup plus d'avantages, évidemment d'une manière générale, que la chirurgie classique. Je peux vous citer les avantages. Donc, déjà, on ne fait pas les écartements musculaires. Avec ce qu'on appelle des bougies, on crée un couloir qui nous permet d'arriver. C'est pas risqué pour la santé du patient? Ah, pas du tout, parce que ce sont des matériels bien étudiés et appropriés pour le faire. Donc, on crée déjà un couloir pour arriver au niveau du cible. Donc, on n'écarte pas les muscles, quasiment pas. On traumatise pas les muscles. On atteint les cibles quasiment dans des voies naturelles. Et nos patients sont confortablement récupérés. Déjà, vous allez voir les vidéos où les patients, 5 heures après, déjà se lèvent et ils marchent. On vous dit, on va vous opérer, 5 heures après l'intervention, vous vous levez, vous marchez. Quel bonheur! Et surtout qu'on va vous opérer des nerfs. Donc, c'est une chirurgie qui apporte beaucoup d'avantages. Moi, je suis très fier de ces hôpitaux qui nous donnent l'opportunité de pouvoir faire ce genre de chirurgie parce que ce ne sont pas seulement des choses qui doivent être réservées à l'Occident. Il faut que nous aussi, dans nos milieux de travail, nous puissions apporter ces genres d'innovation pour que l'homme, le Congolais, bénéficie des bienfaits de ce genre de chirurgie. Docteur Trésor, avec cette technologie, la chirurgie mini-invasive, comment se déroule l'intervention chirurgicale retirant une hernie discale? Et quelles sont les suites? Vous avez dit qu'on n'écarte pas les muscles comme c'était autrefois. Concrètement, comment ça se passe? Alors, est-ce que le patient lui-même, il est conscient ou bien il est sous anesthésie? Alors, on explique déjà aux patients le déroulement. Il y a 2 types. On peut faire une anesthésie locale ou une anesthésie générale. Donc, ça dépend, le patient va donner son accord ou pas de quel type d'anesthésie. Mais nous proposons généralement aux patients
l'anesthésie générale pour son confort. Si il accepte l'anesthésie locale, on le met des écouteurs, il peut écouter les chansons qu'il veut. Après, la position, c'est spécial, c'est une position géno-pectorale où le ventre doit être à l'air. Pourquoi? Pour éviter les retours veineux et avoir des vaisseaux qui peuvent nous empêcher d'atteindre facilement notre hernie. On fait d'abord, après avoir fini ça, on place un appareil spécial qu'on appelle l'amplificateur des brillances, qui est un appareil qui va nous montrer exactement le niveau à atteindre dans ces genres de chirurgie. Donc déjà là, vous voyez la logistique qu'il y a tout autour de cette chirurgie pour pouvoir mettre en œuvre cela. Et ensuite, on utilise des écarteurs spéciaux qu'on appelle le quadrant, des dilatateurs, des bougies, des valves, qui va nous permettre en fait de faire une mise en place avec une petite incision, de pouvoir travailler en minimal invasif sans pour autant traumatiser le patient. Et après, le patient est réveillé, 5 heures après, il est marché par le kiné. Et d'une manière générale, depuis qu'on a commencé à faire cette chirurgie ici à Kinshasa, les patients ne veulent pas rentrer le même jour à la maison, donc ils restent 1 à 2 jours à l'hôpital. Pourquoi? C'est comme je vous l'ai dit, donc ils disent non, basimi docteur, basimi baner, phototika na hôpital total na oleka. Mais d'une manière générale, là, on est, je le dis en toute humilité, on est à quasiment 99% des réussites, pour ne pas dire 100% des réussites. Et voilà, quoi. Et est-ce qu'après, il n'y a pas de plaintes, il n'y a pas des gens qui reviennent pour dire que la douleur persiste, on a toujours mal, ça n'a pas marché? Alors, il y a ce qu'on appelle des récidives. J'aimerais bien aborder ces sujets. C'est que dans la chirurgie classique, les récidives étaient environ de 6 à 8% de cas. Avec la chirurgie mini-invasive, ça a chuté jusqu'à 3 à 4% de cas. Mais j'ai eu la chance de participer à une étude française où on a inventé un dispositif qu'on appelle le DIVA. Le DIVA, c'est un dispositif intervertébral autonome qui réduit le risque de récidive à 1% de cas. Ça veut dire quoi? Quand on enlève l'hernie, même comme mini-invasive ou en abord classique, on introduit une bille. Je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, que cette partie qui sortait était comme une bille qui venait comprimer les nerfs. Donc, on remet une bille à l'intérieur qui est faite en titane, qui va favoriser la fibrose et va défavoriser évidemment la survenue de récidive. Mais après, il y a des patients qui peuvent présenter des douleurs, c'est comme je vous l'ai dit, qui est de l'ordre de moins de 5%, mais qu'on sait suivre. Mais d'une manière générale, la sciatalgie est améliorée tout de suite après l'intervention. Il y a la lombalgie qui peut rester et on a plusieurs méthodes et techniques pour pouvoir pallier à cela. Et après une chirurgie mini-invasive, est-ce qu'il est encore important de recourir à la kinésithérapie? Ah oui, effectivement, parce que c'est d'abord sur le plan de conscience. Le patient, quand ils sont pris en charge comme ça par la kiné, ils se sentent bien et ça favorise la guérison. Et deuxièmement aussi, dans cette mini-invasive, on peut avoir bien des surprises, même si c'est minime, c'est l'ordre de 0,1%, des infections, des choses comme ça, qui va permettre assez que nous puissions suivre toujours nos patients. Mais la kinésithérapie est très très importante dans toute chirurgie lombaire. Et parmi les patients que vous recevez à Kinshasa, parce que vous avez dit que vous enregistrez des cas, comment ils se comportent avant et après l'intervention par rapport à cette technique? Alors là, j'ai toujours une anecdote que j'aime bien rencontrer. Une fois, lors de notre parcours de formation, j'ai reçu sous d'autres cieux une patiente qu'il fallait opérer du hernie discale qui est venue, parce qu'il faut le dire aussi, le but aussi d'emmener cette innovation dans notre pays, c'est pour éviter des transferts massifs ailleurs où le pays perd énormément des millions, alors que le pays peut investir cet argent ici localement, consommer localement et avec des bons résultats et même des mêmes résultats que l'Occident. Donc, je suis venu le matin, mon chef de service me dit, Trésor, il y a une dame congolaise qu'il faut opérer, qui est venue d'une entreprise et bien prise en charge. Donc, je l'ai opéré. En RDC, ailleurs, il n'y avait pas de questions. Donc, je l'ai opéré, je l'ai vu en passant, mon chef de service a continué à suivre. 2 ans après, je me retrouve au Congo avec son mari, qui a une hernie discale qu'il faut opérer, et cette dame a commencé à me poser beaucoup de questions. C'est une histoire malheureuse, malheureusement, parce que j'avais la peau noire, parce qu'on était en Afrique, elle a commencé à poser beaucoup de questions. Et j'ai reconnu... La même dame? La même dame, j'ai reconnu. Quand même, je lui ai posé la question, quand quelle année vous étiez opéré à tel... Il dit, oui, il y a un Congolais vaguement qui m'a opéré, mais j'ai plus les contacts. J'ai dit, ce Congolais-là, c'est moi. Vous voyez? Donc, aussi, il y a le côté mental, psychologique qu'on doit travailler, parce que chez nous, ici, le concept, c'est toujours... quand on est malade, on doit partir sous d'autres cieux pour pouvoir se faire opérer, parce que soi-disant que là-bas c'est bien. Mais avec tous ces moyens dépassés lents,
on peut créer un vrai centre de neurosciences, un vrai centre des hôpitaux, un hôpital de spécialité, ou même ce qu'il y a ici, les donner les moyens pour pouvoir soigner ces gens-là. Vous n'allez jamais voir un dirigeant français aller se faire soigner ailleurs. Ils se font soigner chez eux parce qu'ils ont aménagé des vraies structures de santé pour pouvoir se prendre en charge. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les problèmes de l'heure, l'Afrique, notamment la RDC, devrait travailler dans ce sens. Donc là, je lance déjà l'appel à nos différents dirigeants, le patron de la santé qui vient de prendre, ainsi que la présidente de la République, de pouvoir réfléchir sur cette question pour pouvoir mettre en place des vrais centres de neurosciences où on fait non seulement la chirurgie de pointe, mais aussi la chirurgie de recherche. Pour la petite anecdote, donc les Congolais que j'ai reçus ici, je reviens à votre question, ils sont dubitatifs dans un premier temps. Mais après, on a des patients qu'on a déjà opérés, on a des patients qu'on a déjà pris en charge bien avant, qui témoignent, on a des images, des vidéos, et ils finissent généralement par accepter et ils sont contents par la suite. Mais est-ce que vous avez déjà reçu des patients dont le cas était une indication chirurgicale et qui par après la maladie s'est résorbée? Oui, j'ai déjà... Bon, ce n'est pas vraiment une éducation chirurgicale. J'ai dit toujours, quand je passe, j'ai dit en moyenne 60 à 70% des patients ne sont pas opérés. Il y a des patients comme ça où on peut avoir posé une indication et puis après, c'est de l'ordre environ de 10% de cas. Il peut s'améliorer et c'est l'ordre de 10% de cas. Mais c'est comme je l'ai dit, toute patient qui a une hernie discale n'est pas formellement une indication chirurgicale. Tout patient qui a une hernie discale n'est pas formellement une... Pour pouvoir poser l'indication chirurgicale, il faut qu'il y ait une concordance anamnestique et radioclinique. Ensuite, on pourra décider ensemble avec le patient de sa meilleure prise en charge. Et aujourd'hui, le monde a tendance à basculer vers la chirurgie mini-invasive. Est-ce que le recours à une chirurgie traditionnelle reste encore une nécessité? Ah oui, le recours à la chirurgie traditionnelle reste toujours une nécessité. Je peux donner un exemple. Un patient qui a une hernie discale avec, par exemple, une colonne qui tient pas. Parce qu'on peut avoir des lésions articulaires, on peut avoir des lésions... je n'ai pas parlé de l'anatomie de la colonne vertébrale ici. La chirurgie classique reste toujours cela parce que j'ai encore eu la chance, une fois de plus, de participer dans mon centre aux hôpitaux civils de Colmar avec mon chef de service Robin Sro sur la limitation la limitation du risque de prise en charge de la pathologie lombaire. On a inventé un dispositif qu'on appelle les cages FFX qui sont disponibles aussi à Kinshasa et ainsi que les DIVA, c'est disponible. Ce sont des cages, en fait, il y a des patients qui ont une colonne qui est fatiguée, surtout des patients en surpoids, où la mini-invasive seule peut régler le problème, mais les patients peuvent garder des douleurs au niveau du dos. Alors, pour pallier ces douleurs au niveau du dos, on met des cages au niveau articulaire. À l'époque, on mettait des vis. Alors, les vis, ça allongeait le temps opératoire. On a des risques de léser les nerfs aussi quand on les met. Évidemment, on est bien conduit par une main experte, il n'y a pas trop de problèmes. Mais ces cages nous réduisent quasiment le temps opératoire et le confort du malade. Donc, on les met au niveau articulaire et non au niveau pédiculaire. Là, je suis vraiment très scientifique. Je vais montrer en image, ceux qui nous suivent sur YouTube, ils vont voir la différence entre cela. Donc, et surtout pour des patients qui ont ce qu'on appelle un canal lombaire étroit. Dans la limitation de la mini-invasive et des différents écarteurs et les valves qu'on utilise, on peut aller jusqu'à 3 niveaux. Mais si on a un canal lombaire étroit qui est bien étendu, c'est là qu'on peut recourir à la chirurgie classique aussi. Mais après, on a pour limiter, comme à l'époque, on a des bistouris spécifiques appropriés qu'on utilise en Europe, qui est disponible ici, qu'on appelle Isocool, qui est diamanté, qu'on utilise notamment au centre médical de Kinshasa, qui nous donne des très bons résultats et courte quasiment le séjour des patients. Comme à l'époque, c'était de 10 jours. Là, on est tout autour en moyenne de 4 à 5 jours. Et tous ces cages-là que vous placez, le patient doit les porter pendant combien de temps? Ah, ce sont des structures qu'on place à vie. Ils sont étudiés minutieusement. Ils sont faits en titane ou en carbone. Et ils sont compatibles avec le corps humain, avec les IRM aussi. Ça, je lance un appel à nos amis radiologues et neuroradiologues. Quand on réfère des malades pour faire des IRM, ils disent non, il ne faut pas faire d'IRM parce qu'il y a des méthanes. Non, ce sont des éléments électromagnétiques qui sont adaptés au corps et ainsi que différents examens, notamment l'IRM.
Docteur, 3 bonnes raisons, avec tout ce que vous venez d'avancer ici comme argument. On serait même tenté de dire que c'est peut-être la chirurgie mini-invasive, reste peut-être la voie idéale. Alors, 3 bonnes raisons de choisir la chirurgie mini-invasive, la RDC. Ton intervention court. À l'époque, on faisait 3 heures pour faire une hernie discale classique. La chirurgie mini-invasive, 45 minutes. À l'époque, on restait 10 jours à l'hôpital en moyenne. La chirurgie mini-invasive, maximum 2 jours à l'hôpital. On vous lève 5 heures après, alors qu'à l'époque, on vous lève le lendemain. Vous récupérez rapidement et vous repartez à votre travail. Ah, je suis même à 5, donc j'ai dépassé 3. Vous pouvez quand même continuer. Donc, on voit que la chirurgie mini-invasive offre beaucoup plus de bénéfices qu'à la chirurgie classique. Raison pour laquelle, aujourd'hui, même pas en neurochirurgie seulement, mais dans toutes les autres chirurgies, la tendance actuelle technologique part à la réduction, à moins de traumatisme du patient et à une bonne récupération. Parce qu'il faut savoir qu'on n'opère pas les images, on n'opère pas le scanner, on n'opère pas l'IRM, on opère le patient. Et on peut avoir des grosses hernies sur l'imagerie, mais le patient qui est bien, on le suit cliniquement. Donc c'est très très important. Et nous, le patient compte avant tout. On évite de poser, on pose vraiment des diagnostics chirurgicaux quand il le faut, pour soulager le malade et être content, et le malade est content aussi. Mais il y a quand même un traitement curatif aussi qui est administré aux malades. Oui, effectivement. Avant, sauf les situations d'urgence où j'ai dit la paralysie, syndrome de la queue de cheval et une hyperalgie, on donne évidemment un traitement médical. Et nous, dans notre service de neurochirurgie de CMK et à l'hôpital général de Kinshasa, on a mis un protocole, on donne des traitements appropriés pendant 2 semaines, 14 jours. On sait revoir nos patients pour voir est-ce qu'il y a une modification de la douleur ou pas. S'il y en a, on peut continuer jusqu'à environ à 3 semaines et ensuite on peut démarrer la kinésithérapie. Et au cas par cas, on peut indiquer des infiltrations sous scanner ou sous amplificateur de brillance dans l'algologie, qu'on sait très bien faire avec des anesthésistes algologues qui sont sur place à Kinshasa. Mais est-ce qu'il y a des enfants qui sont aussi frappés par l'hernie discale ou bien ça reste seulement une pathologie qui affecte les personnes âgées? Des cas rares, mais l'âge moyen des personnes affectées en hernie discale, c'est entre 30 à 55 ans. Mais dans ma pratique professionnelle, j'ai eu à opérer un jeune garçon de 17 ans qui s'était post-traumatique. Rappelez-vous, je vous ai dit, parmi les causes, il y a le traumatisme. Il avait fait une grosse hernie paralysante. J'ai opéré en urgence. Oui, il y a des enfants qui peuvent le faire, c'est possible. Mais le pourcentage est vraiment minime. Docteur, la RDC aujourd'hui est à quel stade par rapport à la chirurgie mini-invasive? Alors là, on est en train de pousser avec des privés pour pouvoir vraiment mettre en place des vraies structures. Moi, à l'époque, il y a de cela 5-10 ans, je vous dirais qu'on était déjà, par exemple, avec les pays de Maghreb, à 40 ans de recul pour pouvoir prendre en charge des patients, notamment dans le domaine neuroradiologique. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé, mais malheureusement, c'est avec des privés. Ce n'est pas des vraies structures de l'État mises en place pour pouvoir améliorer la prise en charge, accéder à cette technologie pour mieux prendre en charge les patients. Donc là, on évolue énormément parce que la chirurgie qui est faite en France est la même qui est faite à Kinshasa aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais bien lancer un appel au gouvernement pour pouvoir mieux travailler sur l'équipement des hôpitaux. Là, je suis passé autrefois dans vos antennes pour pouvoir rappeler sur Mama Emo. Là, nous remercions déjà les chefs de l'État qui ont accepté la réhabilitation de Mama Emo, qui est en cours, mais nous espérons que on va l'équiper aussi, notamment avec la neuronavigation, notamment avec les technologies des pointes, parce qu'aujourd'hui, on a le GPS cérébral. Sous l'autre ciel, on opère avec le GPS cérébral pour pouvoir aller exactement à la lésion et n'est pas... ce sont des choses qui coûtent énormément cher. Les privés ne peuvent pas toujours mettre les moyens. Aujourd'hui, l'accès aux soins de santé est un problème, notamment à Mama Emo, où les patients viennent pour pouvoir faire un scanner, c'est un problème. Nos amis Wewa, qui font des accidents, qui aujourd'hui, avec l'actuel ministre de l'Intérieur provincial, qui essaye quand même de recadrer certaines choses difficiles pour lui, pour réglementer la circulation routière,
se retrouvent à Mamaïmo délaissés, abandonnés. Il y a beaucoup de malades démunis aujourd'hui. Et il y a évidemment la couverture de santé universelle qui est toujours un slogan aujourd'hui, qui n'est pas encore mise en application. Mais ça a été signé et promulgué par la présidence. Bah oui, merci, mais c'est la mise en application que nous attendons. Parce que le vrai problème, la vraie question, c'est quel est l'impact de ces genres de signatures dans la population. Nous sommes des cliniciens, on reçoit ces malades tous les jours. Et je vous assure, Mamaïmo, cet hôpital tant vilipendé, il y a des médecins avec leur modique salaire qui contribuent, qui cotisent pour pouvoir prendre en charge ces patients. Et dans mon service, personnellement, on a eu à opérer beaucoup de patients gratuitement. Mais après, vous comprenez que les matériels coûtent énormément cher. On n'a pas de partenaires, on n'a pas des gens qui nous soutiennent actuellement. Pour pouvoir compléter ces matériels utilisés. Donc, je pense qu'avec ce grand pas du gouvernement, ce grand pas de la présidence, on va arriver à cette couverture de santé universelle pour pouvoir mieux prendre des Congolais au Congo par les Congolais. Il y a un concept que j'aime bien, les morts évitables. Là, je vais digresser un peu dans le sujet. Il y a beaucoup de malades, beaucoup de patients, beaucoup de Congolais qui meurent aujourd'hui qui ne devraient pas mourir. Un Congolais qui fait un accident, il a un peu de sang dans le cerveau qu'on appelle hématome extradural, il va mourir parce qu'il n'a pas de moyen de se faire opérer. Alors que c'est une chirurgie qu'il faut réaliser dans les 3 heures. Sous d'autres cieux, le patient est transporté par les hélicoptères jusqu'à l'hôpital et l'intervention est faite dans les moins de 3 heures. Vous voyez, pourquoi est-ce que sous d'autres cieux, il mérite ça et nous, on ne peut pas le faire? Et je pense qu'on peut le faire. Je pense que quand il y a des vraies structures, quand on met une vraie politique à court, à moyen et à long terme dans la santé, on va y arriver. Ce n'est pas pour rien que toute cette expertise congolaise revienne aujourd'hui pour pouvoir mettre la main dans la pâte et enfin améliorer les choses. Donc je pense qu'on peut y arriver. Les morts évitables existent chez nous, mais il y a des Congolais, j'insiste, parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'étranger qui va améliorer. À l'étranger, on part apprendre de ce qu'il y a de bien et on revient chez nous pour pouvoir mieux faire. Et c'est une fierté pour nous de soigner le Congolais au Congo par un Congolais. C'est une science aujourd'hui, c'est une technologie qu'on essaie d'adapter au pays, mais est-ce qu'il y a un personnel qualifié? Ah, ça c'est une très bonne question. Déjà, on a formé un bloc pour former cette équipe, moi et mon collègue Orphée Makiessé, qui avons l'habitude actuellement de pratiquer cette chirurgie au Congo. Il y a le personnel qui est qualifié, on a une équipe qualifiée qui sont formés du jour le jour. Après, ce qu'il faut savoir, dans notre pays, on n'a pas une école qui forme des e-boards, ça veut dire des infirmiers des blocs opératoires et des IAD. Des IAD, il y en a quand même, mais les e-boards, il n'y en a pas. On forme des infirmiers polyvalentes. Mais ce sont des choses, par exemple, notamment au CMK, qui met les moyens pour pouvoir avoir une équipe toujours au top, pour pouvoir faire ce genre d'intervention dans des bonnes et meilleures conditions. Mais sinon, on a eu des équipes qui sont formées ici, d'autres qui partent en formation à l'étranger et reviennent pour pouvoir soigner ici, localement. 2 médecins pour combien de Congolais? Ah, ça c'est effectivement un vrai problème. Là, c'est qu'on appelle, il y a maintenant des écoles de neurochirurgie qui sont ouvertes parce que la neurochirurgie est organisée en pôle. C'est à l'université de Kinshasa? À l'université de Kinshasa, il y a un pôle avec le professeur Gléline Tsambi qui est là-bas, le docteur Belchika avec toute son équipe. Et puis il y a d'autres pôles ainsi que dans d'autres villes où on y travaille vraiment et on favorise et on encourage les formations des nouveaux neurochirurgiens. Évidemment, le but, c'est qu'à la longue, nous-mêmes, nous puissions former des neurochirurgiens ici, notamment le pôle universitaire qui a déjà commencé par cela. Mais après, c'est tout, la science, c'est le moyen. Je vous assure, j'ai visité des centres robotiques neurochirurgicales ailleurs. Ce sont des centres de 6 à 8 niveaux où on fait que de la robotique neurochirurgicale. Je pense que si on met aussi le moyen dans les recherches, si le gouvernement s'implique réellement dans la santé, on va vite évoluer, vite décoller et mieux prendre en charge les Congolais au Congo. Docteur Ngamassata, la mise en place de ces centres que vous évoquez ici de neurosciences, c'est encore un processus ici en RDC, on n'y est pas encore. Alors en attendant, comment assurer la prise en charge des cas que vous recevez? Les malades qui ne vont pas dans les hôpitaux privés, parce que là-bas c'est peut-être équipé, mais les malades que vous recevez dans les hôpitaux publics, qui
hôpitaux qui est un peu dépourvu par rapport au matériel, à la logistique. Je vous assure, c'est terrible. On est, quand j'ai dit on est, ça veut dire ceux qui ont un peu de moyens sortent de leur maison climatisée, entrent dans leur voiture climatisée, ils arrivent dans leur bureau climatisé. Mais nous qui travaillons dans des conditions de terrain, surtout à Mamayemo, c'est la catastrophe. On voit des patients comme ça qui deviennent paralysés sur chaise roulante parce qu'ils n'ont pas de moyens. Déjà dans les hôpitaux comme l'hôpital général de Kinshasa, nous ramenons notre matériel. Ça veut dire de sparadrap jusqu'à l'aspirateur. Et on le fait parce qu'on aime notre pays, parce qu'on veut que les choses avancent. Mais ce sont des choses qui ne vont pas rester éternellement. Il faut que l'autorité publique prenne en charge prenne ses responsabilités et vienne nous prêter main forte. Nous le faisons par patriotisme, parce que nous aimons notre pays. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des patients qu'on opère gratuitement, qui n'ont rien. Parce que si vous les laissez, ils deviennent paralysés à vie. Il suffit d'un petit geste pour pouvoir... Mais les consommables et tout le reste, on ne va pas continuer à les donner gratuitement. Parce que nous aussi, on a de famille, on a des gens derrière nous qui doivent vivre. Mais on les fait des bons cœurs. Je pense que c'est déjà un pas que nous, on aurait changé nos faits. Et nous lançons encore une fois de plus l'appel à nos autorités de pouvoir avoir un œil regardant. Que le nouveau Mamayemo soit un Mamayemo où on peut prendre vraiment les patients correctement en charge du côté sur le plan tertiaire pour pouvoir sauver les Congolais. Parce que c'est la catastrophe. Mais Mamayemo n'est pas le seul établissement public de l'État. Il y a aussi le Kankokolo, il y a l'hôpital sino-congolais. Est-ce que dans tous ces autres hôpitaux-là, il y a cette technologie qui est déjà développée? Malheureusement, non. Parce que... c'est difficile, c'est très difficile. Les conditions sont... Parce que pour faire de la mini-invasive, il faut qu'il y ait beaucoup d'exigences et beaucoup de conditions dans cela. Parce que moi, je ne peux pas aller faire de la mini-invasive dans un centre où je n'ai pas une garantie de sécurité pour mes patients. Il faut d'abord avoir une vraie garantie. Parce que vous savez, quand vous allez opérer un malade, les gens ne voient pas tout ce qu'il y a tout autour, l'anesthésie, les suites post-opératoires. Si ça tourne mal, c'est des chirurgiens qui ont mal fait la chose. Donc, nous sommes quand même regardants de ce côté-là, mais on n'hésiterait pas d'aller le faire à Sino-Congolaise, au Kankokolo, une fois que les conditions sont réunies. Ça sera avec plaisir de le faire. Donc, ça veut dire que pour le moment, les Congolais sont obligés de bénéficier seulement de l'ancienne chirurgie. Même l'ancienne chirurgie, dans ces hôpitaux-là, ils ne sont pas pratiqués. C'est comme je vous ai dit, c'est quasiment en pôle. Il y a la clinique Ngaliema, il y a Mamayemo et puis il y a les cliniques universitaires. Pour l'instant. Parce que ça nécessite vraiment beaucoup de logistique et beaucoup de matériel. Mais après, notre souhait est qu'on puisse l'étendre. Non seulement dans toute la ville de Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Donc là même, on est en train de voir comment pouvoir faire pour pouvoir... vous pouvez imaginer, madame... Si vous quittez Kinshasa pour aller au Bas-Congo, vous avez combien de scanners en cours de route? Pour quitter Kinshasa vers Kikwit, on a combien de scanners en cours de route? Donc vous comprenez que nous seuls, on ne peut pas pouvoir réussir à faire cette... Et sinon, on arrivait, ça serait des choses privées. Il faut qu'il y ait une vraie politique nationale pour pouvoir dire dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons quitter ce stade pour pouvoir monter. Nous allons quitter ici pour pouvoir... C'est très important. Ce n'est pas un individu qui puisse le faire, mais c'est l'État qui peut le faire. Est-ce que vous menez déjà des démarches dans ce sens-là? Vous avez dit que vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez pour la prise en charge de cas d'hernie discale par la chirurgie mini-invasive. Est-ce que vous avez déjà mené des démarches dans ce sens? Les démarches sont en cours. Nous espérons être reçus par le chef de l'État pour pouvoir lui montrer ce vrai projet que nous avons des centres de neurosciences et notamment et pour pouvoir vulgariser et vraiment avoir des vrais centres d'excellence et de prise en charge. Dans les jours qui viennent, nous espérons être reçus pour pouvoir lui en parler à vive voix et voir... C'est un homme que moi je connais de loin, mais je pense qu'il a un bon cœur et il veut que les choses bougent et il veut que les choses avancent. Et notamment par l'entremise de ses collaborateurs médecins qui sont avec lui, notamment le docteur Christian, je pense que ça devrait y aller. Parce que moi je dis toujours, ça ne sert à rien de continuer à envoyer des gens en Europe, d'aller dépenser autant d'argent, au lieu de canaliser cet argent, de créer des vraies structures ici où on peut opérer ces genres de patients.
localement. Des centres de neurosciences qu'on implanterait dans les hôpitaux publics. Exactement. Donc, ce sont des centres qui seront dans les hôpitaux publics et qui vont prendre en charge la majorité des Congolais. Parce que ce sont des vraies sciences, des vrais centres qui doivent tourner à 1000 à l'heure, qui doivent avoir vraiment de matériel, de technologie de dernière génération et qui doivent former aussi localement. Donc, prise en charge, formation et recherche. Ça demande beaucoup d'argent, madame. Et c'est de ce que vous avez besoin. Exactement. Merci. Voilà, docteur Trésor, on termine déjà. Mais j'aimerais savoir comment prévenir l'hernie discale. Alors, la prévention passe par une bonne hygiène du dos. Évidemment, il faut éviter le surpoids. À l'époque, on nous disait Moubali, Moubali, Ndedi Boumou. Moi, je viens de dire aujourd'hui que cette pensée doit finir. Je salue en passant des artistes musiciens, notamment JB Mpiana, qui a parlé de cela. Il faut maigrir. On doit maigrir. Le ventre donne des déséquilibres et favorise la survenue de lombalgie et des lombocytalgies dues aux hernies discales. Il faut pratiquer le sport régulièrement. Ce sont des choses à encourager. Avec nos amis kinés et il faut avoir des centres d'algologie pour pouvoir faire la vulgarisation de cette bonne hygiène du dos qui est vraiment une discipline à part et qui est très importante. Et vous avez un dernier mot pour terminer par rapport Merci à vous. Merci pour cette opportunité de se faire entendre par vos ondes. Et nous sommes disponibles parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'innovations encore que nous rapportons toujours dans notre pays parce que nous aimons beaucoup travailler dans l'innovation parce que c'est ça qui est l'avenir de demain, notamment dans la prise en charge des AVC hémorragiques, par exemple. À l'époque, on mettait des drains un peu minces, petites, qui s'ébouchaient régulièrement. Actuellement, à Kinshasa, on a ramené un drain spécial qu'on appelle le Kubala, qui est bien adapté pour les AVC hémorragiques. Et je pense que la semaine prochaine, on aura une conférence à Mamaimo où on parlera de cela, on montrera les bienfaits. Tout ça, ce sont des choses que le gouvernement devrait mettre en place. Parce que vous savez combien d'AVC il y a au Congo. Énormément. Et combien de patients meurent pour cela. Énormément. Merci à vous une fois de plus et à très bientôt pour parler d'autres innovations. D'accord, merci beaucoup, docteur Trésor. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans Top Santé. Merci bien. Voilà, chers amis de Top Santé, fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers internautes, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Nous avons parlé aujourd'hui des innovations dans la prise en charge des hernies discales. On a mis l'accent sur la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale. Les autorités qui nous suivent doivent donc comprendre que cette technologie permet donc d'apporter des soins appropriés aux malades qui en ont besoin. Et pour en parler, nous avons reçu aujourd'hui le docteur Trésor Ngamasata. Il est neurochirurgien à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaimo, mais il est également médecin au centre médical de Kinshasa. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci aussi à l'équipe technique, Patrick Mongongo, Grace Lema et Miguel Mena qui nous ont accompagnés. Quant à moi, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.